vous dis rugby, saucisse, violette, nougaro. Vous me suivez? Ah, vous y êtes. Enfin, on y est. On est à Toulouse. On est même dans son cœur le plus ardent puisqu'on est au pied du Capitole, ce bâtiment qui abrite à la fois le siège du pouvoir municipal depuis plus de 8 siècles et l'un des théâtres les plus prestigieux d'Europe. Mais Toulouse, c'est aussi une ville d'eau, la Garonne, le canal du Midi, à mi-chemin entre Méditerranée et Atlantique. C'est donc une ville de commerce, c'est une ville qui sait faire la fête, c'est une ville qui est à la pointe de la technologie, le siège d'Airbus, au lieu de l'aéronautique. Et comme je vous disais qu'elle sait faire la fête, elle sait manger aussi. Et justement, pour manger, eh bien, nous avons un guide qui sait de quoi il parle, il s'appelle Moustache. Il va nous entraîner dans l'un des plus vieux marchés de France pour goûter la saucisse, mais pas que la saucisse. Implanté en plein centre-ville, le marché Victor Hugo, qui est un des plus vastes de France, fête cette année ses 123 ans. Dans ce dédale, pas évident de trouver mon guide, Moustache, un ancien charcutier toulousain qui connaît le marché comme sa poche. Heureusement, j'ai un bon indice. Bonjour Moustache. Et bonjour. On n'a pas de mal à vous reconnaître, c'est l'avantage. Bonjour monsieur. Merci. Alors c'est ici qu'il faut venir acheter sa saucisse? Mais ici, c'est dans le marché. dans le marché. Donc une saucisse, on a remis un peu en valeur parce qu'on voulait un peu nous la prendre. Et comme j'estime que c'est notre patrimoine toulousain. Pourquoi voulait-on vous la prendre? Me la prendre. C'est-à-dire qu'ils y mettaient un peu et beaucoup de choses à l'intérieur qui n'avaient plus rien à voir avec ce qu'est la véritable saucisse. Il n'y avait pas de contrôle, c'est ça? Et alors la charte justement de cette saucisse, c'est quoi? C'est au plus simple. Ce sont des porcs de la région, les meilleurs morceaux, des nervés, du sel, du poivre, embrossé en du bol de porc, et vous l'avez devant vous. Et quelle partie du porc justement? Ça va être du jambon, de l'épaule et de la poitrine. Et la grosse différence, si vous voulez, c'est que c'est un produit où il n'y a ni colorant ni conservateur. C'est vraiment brut, et donc quand elle est cuite, elle est noire, elle est grise. Elle est grise, elle n'est pas rouge. Et donc ce ne sont pas des porcs de Bigorre là en l'occurrence? Non, ce sont des porcs de la région. Ce sont des porcs roses qui sont élevés aux 3 céréales, blé, maïs, orge. Et alors à l'origine d'ailleurs, cette saucisse de Toulouse, comment est-elle née? Vous savez que les paysans tuaient leurs porcs. Mais ils faisaient leurs saucisses avec les boyaux du cochon. Mais c'est tout. C'est tout. Du sel, du poivre, mais c'est tout. C'est ce qu'on a remis au goût du jour. Et alors Céal, racontez-moi un petit peu l'histoire de ce marché. Ici, chaque commerçant et chaque artisan a une spécificité. Nous sommes charcutiers. Derrière vous, vous avez un volailler qui ne fera pas de porc. Qui ne fera pas de Moi, porc. je vais interdire de faire du foie gras. Je comprends. Vous voyez, chacun Il y a sa une espèce spécificité. d'entente cordiale entre vous. Pour que C'est les chacun- règles du marché. C'est les règles du marché. Et ça fait de nous des spécialistes à la vie. Gérard, merci beaucoup. Mais c'est nous qui vous remercions Et de puis venir maintenant- rendre visite et mettre notre jolie saucisse à l'honneur. À bientôt, merci. Sur ce marché, 87 commerçants proposent leur savoir-faire et leur spécialité. Si la saucisse de Toulouse est reine, le foie gras et plus globalement la viande de canard sont aussi l'un des fleurons de la région. C'est formidable, dites-moi, il y a des bons produits et des gens sympathiques partout ici, il n'y a qu'à se retourner. Quel est le produit du canard qui est le plus spécifique à Toulouse? On va dire le foie gras et le magret frais avec l'os. Avec l'os. Et Et ça, vous avec cuisez celui-là- tout simplement à la poêle, en Voilà, sautoir voilà, à la daguin, quoi, un peu. Hein. à la dague. Et nos spécialités aussi, les Toulousains aiment bien se le faire eux-mêmes. On peut faire le magret sec. Une nuit de grossesse, Voilà. le lendemain on le frotte bien, on met du poivre et on le suspend ou alors on le met en bas du frigo. Ouais, ouais. Voilà. Oui, c'est un peu le jambon du particulier, quoi, finalement. C'est le voilà. Vous voulez le Ah, goûter? moi, je veux bien. Hein? Je suis partante pour tout. Voilà. Ça, il par est contre, fondant, hein. Fondant, c'est dingue. Merci beaucoup. Très bonne journée, au revoir. à tout à l'heure. Avant de repartir de Céal, Moustache m'a préparé une jolie surprise. Et a priori, ça se passe chez le caviste du marché. Les spécialistes des vins de fronton. Alors, à nouveau, les Eh ben, ça. spécialistes. Là, on est Voilà, chez les spécialistes. que du fronton. Bonjour. Quel est le périmètre exactement du fronton? Vous êtes ici à Toulouse et Fronton, donc c'est vraiment le vignoble des Toulousains. On est juste au-dessus. Donc, D'accord. quand on va vers Montauban, D'accord, très bien. avec un cépage vraiment autochtone, C'est-à-dire typique de la négrette, la négrette, qu'on retrouve quasiment que à Fronton. Donc, qui permet de faire des blancs et des rouges. que du rouge. Que du rouge. rouge. Et du rosé. D'accord. Et la négrette, c'est un cépage endémique. Endémique à la région de Fronton, effectivement. D'accord. Et alors dites-moi, avec cette fameuse saucisse de Toulouse, du coup le fronton se marie bien, je suppose. obligatoire. Mariage de terroir. Foie gras, magret. Cette cuvée-là, Merci. Ah. Oh là là, ça y est, Oh, bonjour, Christophe, merci. Christophe Vous êtes Samarin. l'homme de la situation. Et on va y aller tant qu'elle est chaude parce que vous êtes donné du mal. Là, je comprends mieux, ça appelle le rouge. Hein.
Parce que ça, Alors, vous voyez elle que cause à la saucisse. Elle a couleur du n'est goût. pas Hein. fluo. Et c'est vrai que ce qui est agréable, c'est qu'il y a de vrais morceaux en Il y bouche. a des morceaux. Voilà. Santé. Et à la Des vôtre Toulouse. Avec bon. modération, bien sûr, mais quand c'est bon, hein, toujours avec modération. Vous savez que c'est la première fois que je goûte du fronton. Hein. C'est vrai? Il y a un côté fruit noir. Il y a quelque chose d'assez effectivement fruité, floral, assez léger. Et en même temps, il y a un vrai caractère. Il y a quelque chose de presque confit, un peu pruneau, un peu café. C'est étonnant. La texture dont je vous parlais, le côté argileux, on le ressent en bouche, ça tapisse bien le palais, comme on pourra avoir la terre qui se tapisse en fait sur les mains. Oh là là Voilà. Festival Charcuterie de Festival canard. de la charcuterie. Et un peu de Magnifique. Les petits fritons, tiens, on attaque. Voilà. Oh, je vous reprends une petite... Ça, c'est canard aussi, ça? Que du canard, 100%. D'accord. Vous faites comme le chorizo, mais avec le canard. Exactement. Alors moi, je vais avoir besoin d'un peu de vin pour alimenter le banquet que je vais faire à la fin du séjour. Donc si éventuellement vous avez quelques bouteilles à me vendre, Je pense que 4, ça devrait suffire. Enfin, je sais ça, pas, j'espère. ça devrait aller. En même temps, il y a moustache, donc... Je vais en faire un autre. Et merci beaucoup. Merci de votre accueil et de cette découverte. Merci beaucoup. Merci, Voilà. Vincent. Fromage. Alors Moustache, tu l'as compris, à la fin de mon séjour ici à Toulouse, j'aimerais bien réunir tous les gens que j'ai rencontrés Oui, et puis qu'on célèbre les traditions gastronomiques toulousaines. mais il n'y a aucun souci. Alors je ne sais pas encore où, parce que je viens d'arriver. Mais tu vois, déjà j'ai le vin, Oui. c'est bon signe. Et puis bah, dès que je sais où on peut se retrouver, je t'appelle, je te dis. Ok, et je Et serai avec grand plaisir Ah, avec toi. c'est gentil, Grand merci, je plaisir. t'embrasse. Merci. Merci pour cette balade. I'm happy because I was stupid, scared of spiders, scared of flying. If I wasn't so happy. À présent, c'est une autre figure de Toulouse que l'on va rencontrer, Huguette. Huguette, elle a une histoire assez marrante parce qu'elle était agricultrice au départ dans son village du Gers. Et puis le hasard, enfin il n'y a jamais de hasard dans les passions, a fait qu'elle est devenue restauratrice. Mais la cuisine comme chez soi, la cuisine que l'on aime, au restaurant, le rêve. Et puis elle s'est ensuite déplacée ici à Toulouse. Son restaurant est devenu une institution. Elle a œuvré pendant de nombreuses années et aujourd'hui c'est sa fille qui a repris le resto. Et elle cuisine toujours comme à la maison, mais pour nous, les Vénards. Listening for things I cannot see. Insects fly. Bonjour Huguette. Bonjour Julie. Je suis montée vous trouver dans votre perchoir. Voilà. Hop. Oh là là, vous avez une vue superbe là Oui, sur les je- toits de la ville. Je suis au dernier étage, au 7e. Les toits de tuiles et la brique de Toulouse. Et alors le toit de la fameuse église Saint-Cernin, où est-il? Le clocher. Saint-Cernin, c'est ici, là-bas. Ah, c'est magnifique. Vous êtes aux premières loges. Ah, vous avez la vue même depuis la cuisine, Ah oui. Vénarde. Alors, Depuis la cuisine. c'est chouette ça. Alors racontez-moi cette recette. Cette recette avait été faite par Madame Desca, l'Hollandaise à Paris, dans le 14e, où elle faisait... Un restaurant Un landais, c'est ça? restaurant, oui. Elle avait mis cette macaronade, mais je l'ai un peu revisité parce qu'elle coupait des petits morceaux de foie gras qu'elle mélangeait avec les pâtes et des cèpes à la saison. Et vous le faites à votre façon. Voilà. Première étape de la recette, Huguette met l'eau à bouillir pour les pâtes et s'attaque aux champignons. Ah, pour le coup, on utilise des champignons de Paris parce que c'est pas la saison des cèpes. Et oui, c'est pas la saison des cèpes. Eh oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire Le pour foie vous? gras, vous coupez des lanières de foie gras Des lanières. de l'épaisseur du doigt, là. Et alors, vous n'en avez pas marre de la cuisine? Vous continuez de faire la cuisine Ah non. avec plaisir? Ça me délasse. Ah, je vous comprends. Hop là. Est-ce que ça vous va comme ça? Très C'est pas bien. trop large? non Impeccable. On fait des petites escalopes finalement. Voilà. On met les pâtes à cuire dans l'eau salée. Hop là. Vous mettez quoi? Des tagliatelles? Oui, des tagliatelles. Tagliatelles, d'accord. Voilà. On va mettre le foie gras parce que Ah. je fais sauter les champignons dans la graisse du Et foie gras. tant que faire, autant la récupérer, Voilà. elle est bonne. Un peu de sel et de poivre au moulin et il est temps de faire revenir les escalopes à la poêle. Donc évidemment, la poêle est sans matière grasse. Hein. Vous croyez que c'est assez chaud là? Oui, oui. Ah bon, faut pas démarrer trop chaud quoi. Non, non, faut pas trop le... Ah oui? Sinon ça va Oui, le oui. saisir mais il sera pas cuit. Voilà, si on le matraque,
quelquefois, ils le saisissent trop, je trouve, au restaurant. Alors, c'est sec. C'est pas une côte de bœuf, quoi. Et non. Une fois les escalopes cuites à cœur, Huguette les réserve dans une assiette. Hop là, voilà, champignons. Voilà, impeccable. Sel, poivre. Voilà. Après, on met le jus de truffe et les truffes. Donc truffe en conserve avec son jus, c'est ça. Voilà, Hein. voilà. Et sinon, pelure de truffe. Oh, c'est moins cher. Alors, vous voulez que je les mette direct? Je les mets Oui, maintenant? oui, oui, vous pouvez les Tout, mettre. hein? Mais je balance vais mettre tout. un peu de... Ah, bah, j'ai Les pâtes égouttées, on les mélange avec un peu de graisse de canard. Et là, on met du floc. Ah, le floc de Gascogne. Voilà. Le floc, c'est un mélange d'armagnac et de mou de raisin, c'est ça, Voilà. c'est l'apéritif Voilà. gascon. Alors si on n'a pas de floc, oula, oui, vous mettez Du Porto. un bon coup de floc. Du Porto. Du Porto, d'accord. On met ça direct sur les pâtes? Oui. Ça fera le fond de sauce. Ça s'annonce bien. Ça sent bon le raisin là tout d'un coup, hein? On va dresser sur les assiettes et on met le foie gras dessus. Voilà. Et voilà. Pendant qu'Huguette met la touche finale à son plat, je m'éclipse sur sa jolie terrasse avec vue pour noter sa recette. Pour réaliser la macaronade gourmande d'Huguette pour 4 personnes, il vous faut 300 g de tagliatelle, 300 g de foie gras cru en escalope, 20 g de truffes, fraîches ou en conserve, 200 g de champignons de Paris, une cuillerée à soupe de floc de Gascogne ou de Porto, une bonne cuillerée à soupe de graisse de canard, du sel et du poivre. Il est temps de rejoindre Huguette pour goûter sa macaronade. Sa fille Cathy, qui a pris le relais dans le restaurant familial, s'est jointe à nous pour la dégustation. La cuisson du foie, je dois dire, est parfaite. Il est tendre et en même temps il est cuit. Et effectivement, contrairement à la cuisson que je fais d'habitude bêtement en imitant ce que j'ai déjà vu faire, c'est-à-dire saisi sur feu très vif, à l'intérieur il est mou du coup, alors que là il est cuit à point. C'est délicieux. Hein. Et Cathy, quand Huguette vient au restaurant, ce qui doit arriver, vous n'avez pas les genoux qui claquent un petit peu en vous disant est-ce qu'on sera à la hauteur? Ah ben on se le dit tous les jours, mais elle a l'œil perçant, elle voit tout. Et c'est important pour nous qu'elle vienne parce que elle me transmet, elle nous a transmis, mais voilà, c'est elle qui a tout ce savoir-faire. On essaie d'être un peu, au moins d'essayer de l'arriver à la cheville, mais c'est son voilà. patrimoine, quoi. C'est ça, son patrimoine aussi, qu'elle a appris avec sa maman, ma grand-mère, les arrière-grand-mères. C'est une vraie culture chez vous, c'est ça, hein, il n'y a pas de demi-mesure. Oui, et puis en fait, ce que voulait pas mon père, ce que veut pas ma mère et ce qu'on veut pas, c'est qu'on transforme les recettes. C'est ça. Les recettes, elles sont ce qu'elles sont au départ. Et Pour il les faut rendre, continuer à essayer de faire perdurer cette authenticité. Et dites-moi, est-ce que vous seriez partante pour me refaire une macaronade pour notre banquet? En fait, à la fin de mon séjour, une fois que j'aurai rencontré tous mes amis de Toulouse, je voudrais vous réunir tous, je ne sais pas encore où, et que chacun apporte un peu sa spécialité. Et ça me ferait plaisir que vous soyez là toutes les deux. Ça nous En tout fait cas, je me plaisir. régale. On sera là. Merci Julie de nous y convier en tous les cas. Nous voilà partis pour Grépiac, à 15 km au sud de Toulouse. C'est là, entre autres, que l'on fabrique les fameuses briques rouges de Toulouse, qui donnent cette couleur si caractéristique à la ville. Il s'agit de la briqueterie Capel, tenue de père en fils et en fille d'ailleurs, depuis plus de 6 générations. Et ils vont nous expliquer comment on fabrique des briques et même des croix occitanes. Ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais cette briqueterie traditionnelle a déjà plus de 130 ans. Créée en 1879 par les ancêtres de Bernard, l'actuel propriétaire, la briqueterie a traversé les époques. Son atout, un savoir-faire bien particulier et une matière première. C'est la terre qui provient de notre carrière, qui a été préparée il y a déjà plusieurs mois. C'est une terre quand même assez particulière où on mélange un petit peu de terre sablonneuse à l'argile de façon à avoir un produit qui correspond tout à fait aux briques que nous avons à effectuer. Entre ces murs, chaque année, 3000 tonnes de terre sont broyées, malaxées, puis moulées et découpées dans la forme et la longueur souhaitée. C'est bon, on peut arrêter là, hein, Gérard? Ah, ouais, de toute façon, on va passer chez nous.
Le point fort de cette briqueterie, privilégier les petites séries, le sur-mesure et les commandes liées à la restauration de vieux bâtiments. Alors là, nous sommes en train de vieillir les briques de façon à leur donner un aspect le plus ancien possible pour que ça puisse s'adapter dans la restauration des anciens monuments, s'adapter aux briques d'époque, quoi. Donc là, nous les vieillissons avec un mélange de terre, de sable et de sciure. La sciure de bois permet de laisser des petites aspérités et après, à la cuisson, elle disparaît. Celle-là, on va la finir. Étape suivante, le séchage, qui peut durer 4 à 6 jours, avant d'enfourner pendant 48 heures des palettes de 3 tonnes de briques. Ici, vous pouvez voir le rouge normal. Ensuite, vous pouvez voir la teinte Provence qui est plus claire, à la fois plus claire et nuancée avec des passages de rouge. Depuis 2009, pour des questions de coût, le four à charbon a laissé place à l'électricité. Mais pour Céline, la fille de Bernard qui a repris le flambeau, le souvenir de la cuisson traditionnelle est ancré dans sa mémoire. Quand on était petit avec mon frère, on venait, on savait que là, on avait le droit de toucher. Bon, bien sûr avec le pied, pas avec les mains parce que c'est chaud. Et donc on s'amusait à ouvrir. Et de là, on voit vraiment la cuisson de la brique. On voit vraiment les petites pépites de charbon qui tombent. Et au contact de la brique, elle s'enflamme. Donc on voit des petites flammes qui remontent légèrement. C'est vrai que moi, j'aimais beaucoup venir avec mon père pour voir ça. À l'époque, à chaque cuisson, l'entrée du four était murée à la brique et l'opération durait 4 jours et 4 nuits sans interruption. On cuit la zone 1. Quand elle est cuite, on aspire la zone 2. Les briques, elles, sont en place, ne bougent pas. C'est le feu qui se déplace. Comme chez les Capel, la brique et plus globalement le travail de la terre est une affaire de famille. C'est la belle-fille de Bernard qui développe la poterie. Elle est en train de réaliser une croix occitane, emblème de Toulouse qui figure sur les armes de la ville. On prend des morceaux de terre, comme ça. Il faut un petit peu les malaxer dans la main. Ensuite, on vient appliquer dans le moule. Et là, comme vous voyez, elle est en train vraiment de bien estamper la terre tout autour du moule. Alors, les Toulousains sont en demande des croix occitanes, mais ce qui maintenant demande un peu plus, c'est de la moderniser un peu plus, donc avec des couleurs, de l'émail ou de la personnaliser. Une croix à 4 branches de même longueur, pommetée de 12 pièces, 12 petites pommes qui ont pu être interprétées comme une référence aux 12 apôtres. Une fois séchées, cuites et émaillées, ces croix orneront le pignon d'une maison, un mur de clôture ou encore la hotte d'une cheminée. C'est parti pour Montcabrier, 35 km à l'est de Toulouse, rencontrer Françoise qui va nous cuisiner une spécialité de la région évidemment, une vieille recette qui s'appelle la soupe au confit. Confit avec un S puisqu'il y a du confit de canard bien sûr, mais aussi du confit de porc, du jambon et enfin quelques légumes. Ça ne nous fera pas de mal. Alors Françoise, elle est très attachée à sa maison, à son moulin. Elle habite un moulin qui était déjà occupé par son arrière-grand-père qui était meunier. Et sa famille est implantée dans la région depuis le XVIe siècle. Une vraie Toulousaine pure souche. Ah, mais la voilà. Ah, super. Bonjour Oh, Julie. vous êtes bien installée là, hein? Bienvenue Bonjour, au moulin. Françoise, Bonjour merci. Julie. Elle est magnifique cette cuisine. Vous cuisinez dans la nature, dans les prairies. Absolument. On voit la prairie de c'est la cuisine. agréable. Absolument. C'est merveilleux. Alors ça, c'est une maison de famille, donc, ce moulin. C'est un moulin où résidaient mes arrière-grands-parents qui étaient meuniers. Il n'est plus en activité depuis les années 1920. Alors ensemble, on va préparer une soupe au confit. Ça, c'est vraiment très particulier de la région du sud-ouest. Ils tuaient des canards, des dindons, ils faisaient le confit qui cuisait dans la graisse de canard. Et ensuite, on le mettait dans des gros pots, des grézales. Ils se servaient un morceau ou deux de confit et ils le mettaient dans la soupe. D'accord. Alors, on commence par quoi pour préparer cette soupe? On va commencer à poêler le confit. Donc... Et alors, c'est une recette que vous tenez de qui? De ma mère et de mes grands-parents. À l'époque, on le mangeait au moins une fois par semaine. On en met 4? Ou 3 suffisent?
Oh, 3 suffisent, Trois oui. suffisent, hein, d'accord. voilà. Alors, donc, pendant que ça réchauffe, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va commencer à préparer les légumes. Je commence par découper des carottes dans la longueur, puis j'enlève la chemise de 4 gousses d'ail fraîches. Nous ajoutons 2 branches de céleri, un blanc de poireau, un navet, un bouquet garni, sans oublier le légume de saison, les fèves. Alors les fèves, il faut des fèves fraîches et qui sont un petit peu grosses. Ah d'accord, Hein, faut pas voilà. des fèvettes. Absolument. Il faut des fèves Qu'elles de se bonne tiennent, tenue, qu'elles cuisent vraiment dans la soupe. D'accord. L'hiver, on le fait, il n'y a pas de fèves, on le fait avec du chou. Ouais. L'été, on le s'adapte aux fait avec saisons. des haricots, Ouais, avec bien tous sûr. les légumes de saison. Bien sûr. Voilà. Le gros avantage des fèves, c'est que quand on a fini la soupe à midi, il y a forcément des restes, notamment les petites fèves, que l'on peut manger froides en vinaigrette avec D'accord, une en petite salade. huile d'olive et juste un petit grain d'oignon sûr. frais. Elles se C'est sont délicieux. parfumées de tous les Absolument, arômes du confit. absolument. Alors voilà, on est bon. Donc ça, c'est bon. Donc là, maintenant, on va attaquer le farci. On prend la chair à saucisse qu'on dépiote. Pour s'avancer, Françoise a préparé une brunoise avec un peu de jambon de la Cône, un porc de la Montagne Noire. On va faire une petite taille avec l'ail frais, ça sera encore meilleur. Ça, c'est l'ail c'est frais. frais, donc Ah on peut oui, presque voilà. tout manger là. Presque, absolument. Ici. L'ami de pain, on casse un œuf. Et là, on va bien mélanger Bien cette mélanger. belle farce. Donc là, Julie, je vous propose de tasser. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va le poêler. Dans la Lequel? poêle où il reste encore le gras du confit. Et ensuite, pourquoi on vous le faites cette glissera. forme de demi-cercle? Parce que c'est bon plus ça. facile pour attraper après avec la D'accord, spatule. d'accord. Autrement, on a du mal. C'est pour ça que 2 spatules, c'est bien. Ils ne sont pas de trop. Là, on va bien le faire frire. En attendant, je vous propose de On met mettre de l'eau? De l'eau. D'accord, très bien. Je recouvre largement d'eau les morceaux de confit de canard et les légumes. Voilà. On va mettre un bout de talon de jambon. Même s'il est un peu rassis, Oh, c'est ça meilleur. donne bon goût à la Ouais, soupe. bien sûr. Absolument. Un peu de confit de porc. Alors, c'est vraiment pour le goût. Hein. C'est pas nécessaire parce qu'il y a quand même du confit de canard. Et les fèves. On couvre et on laisse cuire. Il est temps pour Françoise de retourner son farci. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. On pourrait pas faire des petites boulettes? Ce serait pas plus Ah simple? non, non, parce qu'il va cuire tout doucement. Il sera moelleux. Voilà, c'est le moelleux qui est tout à fait différent bah là, ça, d'une c'est boulette. éteint. On va laisser bien dorer de l'autre côté. On va le glisser dans la soupe et elle cuit pendant 2 heures. Bon bah moi je vais noter tout ça sur mon petit carnet. Vous me donnerez les ingrédients? Avec grand plaisir, Julie, Allez, avec grand c'est parti. plaisir. Pour concocter la soupe au confit et aux fèves de Françoise, il vous faut 6 cuisses de canard confites, 200 g de confit de porc, un talon de jambon cru, 4 carottes, 2 navets, une branche de céleri, un poireau, 4 à 6 gousses d'ail, un bouquet garni, 6 à 12 grosses pommes de terre à chair ferme, 1,5 kg de fèves écossées et pour le farci, 500 g de chair à saucisse, un œuf entier, 100 g de mie de pain rassis, une tranche de jambon cru de 5 cm d'épaisseur, un bouquet de persil et 2 gousses d'ail. Et voilà. Donc là, on fait ça en 2 services. D'abord le pain avec le bouillon, puis les Absolument. viandes et les légumes. Donc du pain rassis de la veille, on coule le bouillon Ah oui. bien chaud dans la soupière. Voilà. On est dans une espèce de potée toulousaine. Voilà, on laisse gonfler un petit peu le Et oui. pain et on peut se servir. Et ensuite, on attaque le plat principal. Bon appétit, Julie. Merci. Ouais, c'est délicieux. Alors là, je suis dans la peau de fait votre papa, finalement, et de votre grand-père, etc., Absolument. etc., qui mangeait cette soupe Oh, mais quasiment toutes les semaines. Mais mes enfants adorent cette soupe. Et dites-moi, Françoise, j'aimerais bien pouvoir célébrer un peu l'art de vivre à la Toulousaine, justement, et inviter les gens que j'aurais rencontrés pendant mon voyage. Avec grand plaisir, Julie. Et du coup, c'est vrai, je pourrais leur proposer de venir ici. Absolument. C'est vrai Absolument, oui, Vous absolument. seriez avec- Alors là, on passe aux choses sérieuses. Le farci, on va le couper en gros tronçons. Et c'est vrai que c'est important qu'il ait été rissolé parce qu'il est beaucoup plus appétissant, Absolument. beaucoup plus doré. Le confit, on le met en miette un petits peu. morceaux, on les miette. Alors, on peut mettre un petit peu de beurre. Hein. Voilà. Un peu de beurre.
qui donne un petit, liant au petit... Ah oui, d'accord. Moi, j'étais en train de me dire, dis donc, c'est costaud leur cuisine. Non, pas du tout. On s'arrête pas là, on rajoute du beurre. Un petit peu de beurre. On peut mettre une pomme de terre. Oui, Voilà, histoire à de votre caler tout convenance. ça. Absolument. Oh, il est bon, votre farci. Voilà, vous avez vu, c'est fondant, c'est là là. moelleux. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire cuire de la viande hachée comme ça dans de l'eau bouillante, Oui, finalement. absolument. Mais ça reste très moelleux. Maintenant que j'ai trouvé le lieu de mon banquet, je peux tranquillement reprendre ma route. Direction la Ville Rose, qui recèle, paraît-il, beaucoup de merveilles, et notamment beaucoup d'hôtels particuliers Renaissance. Sur les chemins, à bicyclette. C'est une ville qui est en grande partie piétonnière et ils ont eu raison, on en profite d'autant mieux. Et du coup, on va larguer Micheline et nous allons découvrir la ville avec Céline qui est guide de profession et qui a la particularité d'ailleurs de proposer des visites de Toulouse à vélo. À bicyclette. Pour débuter cette balade, c'est dans un lieu emblématique de Toulouse que Céline m'a donné rendez-vous, l'hôtel d'Acésa. Érigé au XVIe siècle, il abrite aujourd'hui le musée de la Fondation Bamberg. Bonjour Céline. Bonjour. Ça va? Ça va bien, ah oui, d'autant que ce lieu est magnifique. Alors aujourd'hui, j'ai vu que c'était un musée, mais au départ... C'est la famille d'Acésa qui a fait construire cet hôtel et sa fortune était due au commerce du pastel. Ah, le fameux pastel, donc ce pigment naturel qui a fait la fortune de la ville. Voilà, c'est ça, c'est un pigment issu d'une plante qui s'appelle le pastel et qu'on cultivait dans les environs. Et monsieur d'Acésa donc a fait construire cet hôtel, ce qui est vraiment le témoignage de la fortune que l'on pouvait avoir à partir de ce commerce. C'est toute la partie renaissance de la ville, quoi. Voilà, et avec en particulier des tours. Celle-ci est particulière avec sa forme de lanternon, mais sinon on a d'autres tours qui vraiment dominent la ville. Alors on les voit un petit peu moins. Qui étaient destinées à quoi à l'époque? En fait, l'idée c'était vraiment de montrer son ascension sociale. C'était pas une tour de guet? Non, 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 pas du tout. On continue notre visite? Très bien. On va dans la rue du Thor. Allez, rue du Thor. Tu vas m'expliquer pourquoi. Alors dis-moi, pourquoi tu as voulu qu'on passe par cette rue? C'est une rue que tu aimes bien? Oui, avec toutes ces couleurs. Donc ils ont restauré les façades depuis quelques années déjà. Donc c'est vrai que ça donne une jolie couleur à Toulouse, des volets verts, bleus. On voit bien les briques. Les bleus pastels alors, c'est ça? C'est voilà, la trace du pastel de Toulouse? C'est ça. Et principalement, les bâtiments de la ville datent de quelle époque? On peut dire que c'est une ville, Renaissance? C'est mélangé, en fait, c'est quand même plutôt moyenâgeux avec les monuments. Et ici, la structure de la rue est du Moyen-Âge, mais les façades sont assez variées. Beaucoup de façades du 18e, par exemple. Oui, néoclassiques comme ici. Ouais. Donc c'est difficile à dire. On a vraiment un petit peu toutes les époques qui se retrouvent dans la ville. Alors, prochaine étape? On va à Saint-Cernin, basilique Saint-Cernin. La fameuse, emblématique. Oui, le monument, un des monuments majeurs de Toulouse. Allons-y. Alors, on peut dire qu'elle est assez sobre, presque austère, mais elle est de quel style? Plutôt roman? Oui, c'est le style roman, donc c'est un style assez massif, mais la pierre égaye quand même toute l'église avec l'alternance brique-pierre. Malgré tout, ces dimensions font que c'est l'église romane la plus vaste de France. Étape incontournable des pèlerins de Compostelle, le début de sa construction date de 1080 et se termine au XIIIe siècle. Du haut de ses 65 mètres, son clocher octogonal, véritable emblème de Toulouse, domine la ville. Et Saint-Cernin, alors, qui était-il? Saint-Cernin, c'est le premier évêque de Toulouse qui a été martyrisé par les Romains. Donc la rue qu'on a empruntée, la rue du Thor, qu'on a regardée ensemble, c'est le lieu où il est mort, donc en étant traîné à travers la ville romaine par un taureau, d'où le nom de la rue. D'où la rue du... Oui, Thor, T-A-U-R. Voilà, la rue du Thor. Et son corps a été transféré ici un peu plus tard, ce qui a été l'occasion d'organiser un pèlerinage vers Saint-Cernin. Alors, on reste religieux, on passe au profane. Qu'est-ce qu'on va visiter maintenant? On va aller voir la Garonne.
Allez, allons voir la Garonne, bonne idée. Puissante Garonne, qu'est-ce qu'elle est large. Ce fleuve et puis plus tard le canal du Midi ont assuré, j'imagine, un peu la prospérité économique de la ville. La Garonne donc, n'est plus navigable actuellement, mais elle a beaucoup servi. Elle servait aussi pour l'organisation des moulins. Donc on avait des moulins en amont, en aval. Voilà, et puis tout ce qui était transport des produits des Pyrénées qui venaient à Toulouse ou qui allaient au-delà, en effet. Et le pastel. Alors quand on pense à Toulouse et à la Garonne, on pense à Nougaro justement aussi. Il habitait au-delà du Pont-Neuf. Il donnait sur la Garonne? Voilà, il donnait sur la Garonne. Alors dans les dernières années, à partir du milieu des années 90, il voulait vraiment créer une dynamique de concert, de musique au bord de l'eau. Donc l'espace qui est là est devenu un espace de concert aussi grâce à lui. Et ça l'est encore aujourd'hui? Ponctuellement, parce qu'avec les crues, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Et de l'autre côté du Pont-Neuf, il y a la Prairie des Filtres qui est l'occasion d'un festival qui s'appelle Rio Loco, qu'il a initié. Il était le parrain de ce festival et donc on profite de concerts en profitant des vues sur la Garonne. Merci Céline. Avec plaisir. Parcourir la ville avec un œil neuf. Très bien. Et bonne continuation. Merci. Avec plaisir. À bientôt. De moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Et c'est ainsi que se termine cette première journée dans la région de la Ville Rose. Et la brique rouge des minimes, au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Notre dernière recette, en toute logique, sera sucrée. Alors c'est une histoire assez amusante. Il s'agit d'un dessert dont on retrouve la trace assez loin dans l'histoire de la région, le fénétrat, qui avait disparu au début du XXe siècle. Et c'est à l'occasion d'un concours lancé auprès des pâtissiers que Christian, que l'on va rencontrer, a remis ce dessert au goût du jour en le réinterprétant en quelque sorte. C'était dans les années 70. Et depuis, figurez-vous que le fénétrat est devenu l'un des desserts emblématiques de Toulouse. On a de la veine parce qu'aujourd'hui, il va nous la transmettre. Et donc, nous, les ménagères, les cuisiniers du dimanche, vont pouvoir enfin réaliser ce dessert si prisé des Toulousains. Bonjour Christian. Bonjour Julie. Merci de m'accueillir. Oui, avec plaisir. Vous avez fait bon voyage? Vous êtes déjà en tenue. Voilà, prêt à travailler. Allez, on y va. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Oui, ça fait presque 8 ans qu'on habite à Fenouillet. Et on a émigré de Toulouse à Fenouillet quand même, pour être un petit peu à la campagne et tout proche de la ville. C'est pas une grosse migration. Non, ouais, non, c'est pas une grosse. grosse. Ferme la porte. Hop bon, là. bah, c'est bon. Allez, alors, vous allez me raconter toute cette histoire. Parce que là, on fait une exception à la règle. Vous êtes pâtissier professionnel. Fils de pâtissier, pâtissier toute ma vie. Quel lignage. Et encore à la retraite, encore pâtissier. Alors là, voilà la cuisine du pâtissier. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, pour commencer? Eh bien, on va peser tous les ingrédients que j'ai préparés. À l'ancienne. Belle cette balance. Voilà, comme à l'ancienne. C'est bon? Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Je commence par peser le sucre. On va le mettre sur le marbre. On met sur... Ah bon, le sucre direct? Direct. Ok. Voilà, un petit peu de sucre vanillé. Hop. Voilà, c'est bon. Et ça, c'est? Un petit peu de sel. Une petite pincée de sel. Alors, zeste de citron non traité, bien sûr. Voilà. Et Petit. ébouillanté.
Ah, vous ébouillantez Oui. le citron? Il faut bien le laver et qu'il soit... Même s'il n'est pas traité, vous préférez Même le... s'il n'est pas traité, c'est quand même plus, C'est plus bien, sympa. c'est une bonne idée. Christian travaille sa pâte sablée sur le marbre, bien plus pratique qu'un cul de poule pour bien mélanger le sucre et le beurre. Puis il ajoute un œuf. Vous voulez que je fasse quelque chose pendant ce temps-là? Oui, peser la farine. Ah là, c'est bon. Je mets tout d'un coup? Oui, tout d'un coup. Vous pensez qu'on peut le faire au robot quand même ou pas? Bien sûr, on peut le faire. On peut le faire dans le petit batteur avec la feuille, on peut le faire au robot. Mais pour vous, ça n'a quand même pas la qualité d'une pâte à l'ancienne. Non, moi je trouve que la main, c'est un outil absolument extraordinaire Et que rien ne remplace. Là, vous faites donc ce que vous appelez le fraisage. Voilà. C'est-à-dire que vous écrasez un peu la pâte tout en glissant avec la base du avec poignet. la paume de la main. Une fois la pâte réservée, on passe à la garniture avec des morceaux de citron confit et de la confiture d'abricot, faite maison bien sûr. Je mélange dedans? Oui. Je mets tout? Tout. Une bonne moitié de pot, quoi. Elle est bonne, il y a de la vanille. Oui, toujours. Pour respecter la recette originelle, il faut étaler la pâte, mais vous allez le voir, pas n'importe comment. Il faut arriver à tirer la forme et ça fait pile poil la recette. C'est un peu ovoïde, quoi. Et pourquoi ovale? C'était un gâteau allongé et parfumé au cédrat. Donc on a le citron. Maintenant, on va faire la forme allongée. Hein. Quand on va le goûter, là, on va vraiment goûter un fénétrat déception. Hein. Un fénétrat déception, Ben c'est-à-dire? oui, fait par Julie. Ce sera bien la première fois qu'il y aura un fénétrat fait par vous. Hein. Ah oui, mais pourquoi déception? Eh, parce que c'est vous qui le faites. Hein. Vous êtes en train de le Ah, modeler. d'exception! Ah, j'ai cru déception. Je me suis dit, bah quand même, il y va fort. Il a même pas goûté que déjà il est déçu. Ah, d'exception, d'accord. Ah, ben je pourrais faire ça. Ah J'ai oui. eu un moment de solitude. La forme de citron d'exception obtenue, Christian retrousse les bords, puis retourne sa pâte. Et là, je sens le coup de main du pâtissier en action. Alors, comment vous faites? Vous mettez vos deux doigts, un index d'un côté, Voilà. c'est ça? Ah, c'est malin, c'est joli en plus à l'arrivée. C'est pas compliqué comme technique, mais il fallait y penser. Je garnis la pâte du mélange de confiture et de citron confit. Et ce gâteau, alors, il avait une origine au départ? On sait un peu son histoire? C'était un gâteau qui était réalisé en famille, qui était surtout un gâteau de fête, et qui se faisait au moment du changement de saison, au solstice de printemps et au solstice d'été. D'accord. Donc c'est pour ça que les fêtes du Fénétrat, c'est le 21 juin. Hop. Voilà. Alors, Bon, qu'est-ce et qu'on fait maintenant, on va préparer l'appareil à russe qui va dessus. Là, on va monter 5 blancs d'œufs. Ouais. On va les monter en neige. Voilà. Voilà. Pendant que les blancs montent en neige, je rajoute un peu de sucre pour les serrer. Puis nous mélangeons de la poudre d'amande, du sucre glace et de la farine que nous incorporons dans les blancs. Alors vous prenez une écumoire, tiens, j'ai jamais vu faire ça. Oui. Mais c'est parce que la surface très large de l'écumoire permet de pas trop casser les blancs. De pas c'est casser ça? les blancs. Ah, c'est un bon truc ça. Oui. Ça devrait pas être mauvais. Voilà. Alors comment étale-t-on? On lisse comme ça? Non, en dôme. En dôme. Ah, oh là, je vais se faire. Devant l'expérience de Christian, je m'incline. Une fois l'appareil à russe étalé en dôme, il saupoudre le tout de sucre glace, quelques écorces de citron confit et la préparation est terminée. Et on met ça au four? 25 minutes environ, À 25, 100. 180. Allez, à vous de jouer. J'y vais, j'y vais. Clac. Et voilà. Et voilà. Eh ben super. moi, je vais noter la recette. Celui-là, il sert à rien. Pour réaliser le fénétrat de Christian, il vous faut pour la pâte sablée 150 g de beurre, 135 g de sucre, un zeste de citron, un sachet de sucre vanillé, 270 g de farine et une pincée de sel. Pour la garniture, 250 g de confiture d'abricot, 90 g de citron confit, 5 blancs d'œufs, 60 g de sucre semoule, 50 g de farine, 75 g de poudre d'amande et 75 g de sucre glace. Ben, ça a l'air Ah pas oui, mal. il a une belle couleur, il est Ouais. impeccable. Alors Oui. j'imagine que ça se mange pas chaud. Non, ça se Faut mange. laisser refroidir. hein. Dites-moi, je vais avoir besoin de vous et de votre gâteau, parce qu'on va tous se retrouver avec tous les gens que j'aurais rencontrés pendant mon voyage à Toulouse, au Moulin de Narteau, Ouais. à Montcabrier.
Pas de problème. Ça va, c'est pas trop loin? Oui, non, c'est pas trop loin. Vous allez voir, c'est un bel endroit. Quand on est généreux... Ah bah là, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Là. Je sais pas combien on sera. On sera une dizaine. Ben voilà, ça va bien. Bon, merci Christian. Je reprends Ouais. la route et je Oui. vous attends là-bas avec Ok. le gâteau. Allez. Je vous l'avais annoncé au début de cette émission, Toulouse est la capitale de la violette. Cela remonte assez loin. Et s'il en est une qui est capable de raconter l'histoire d'amour entre Toulouse et la violette, c'est bien Hélène Villiers. Hélène est un peu l'ambassadrice de la violette, au point qu'elle y a consacré sa vie. Elle vit en violet, elle vend de la violette, elle raconte l'histoire de la violette. Et tout ça sur une péniche installée sur le canal du Midi, où elle défend les couleurs de sa fleur favorite. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Bonjour Hélène. Bonjour Julie, comment ça va? Sent. Bienvenue. Merci. Bienvenue à bord. C'est étonnant cet endroit. Donc c'est votre maison. Oui. Vous êtes aux couleurs de la maison Toujours. aussi. Toujours. Ah oui, toujours, j'adore. Miss Violette. Pourquoi pas? Oui. Et comment ça vous a pris cette passion? J'ai fait un choix de venir m'installer à Toulouse il y a presque 30 ans. Je savais qu'il y avait une histoire de violette à Toulouse et voilà, ça s'est fait comme ça. naturellement. Et j'ai toujours consacré voilà, ma vie à cette couleur, à cette fleur. Elle Oui. avait un peu disparu de la région, cette Oui, violette. elle avait disparu. Il faut savoir que c'est une variété très ancienne. Elle va être cultivée en grand nombre jusque dans les années 60. Mais il faut savoir qu'en 1956, le fameux hiver très rigoureux va brûler geler la plupart des pieds. Et petit à petit, la culture va péricliter. Heureusement, dans les années 90, sa production est relancée grâce à la culture in vitro. Car la violette de Toulouse, ça n'a rien à voir avec une violette classique. Toutes les violettes sauvages qui font des graines ont 5 pétales. En principe, elles sont courtes sur tige. En principe, elles annoncent le printemps. Certaines fleurissent 2 fois par an. Mais nous, la nôtre, elle est hivernale. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars. Très haute sur tige, très charnue. Alors bon, là c'est la fin de la floraison, mais on s'aperçoit quand même qu'elle a au moins 40 pétales. Elle a toujours le cœur blanc et parme. Des sirops au parfum, en passant par des produits de beauté ou même de la liqueur. Alors regardez ça, regardez comme c'est beau. C'est joli ça. En fait, c'est le principe du confit de pétales de rose, mais adapté à la violette. Une centaine de produits dérivés de la violette sont en vente sur cette péniche. Alors qu'est-ce que je peux goûter? La fleur qui est cristallisée. Ah oui, les fameux pétales de violette. De violette qui sont trempés dans un sirop. Rien qu'à l'odeur, c'est déjà fort. Hein. Oui, oui. Alors ici, c'est vrai qu'on on voit bien le pétale au milieu. Tout à fait. Ça, c'est le produit le plus courant finalement. Mais c'est parce que c'est le plus ancien. Qui a été inventé à quelle époque? Dans les années 1900. Ah oui, déjà. Ah oui, même un petit peu avant. On cristallisait les violettes. Elles partaient dans des petites boîtes rondes. Et puis ça se garde. Oui, très longtemps, ça se garde une bonne année. Voilà, c'est ça. Merci d'être venu. From the get-go when you saw me looking at your face, your whole smile delighted me. Once I got Après cette étape sucrée et colorée, je quitte la ville rose pour Montcabrier. C'est au moulin de Françoise que j'ai donné rendez-vous à tous mes convives pour le banquet. on the floor, the twisted side of your shoulder. Oh, you made the room spin in the Vous avez transmis. À mon arrivée, Hélène a déjà rejoint le reste de la bande. Vous allez bien depuis hier? Pas le malheur ici. Hein. Ça va très bien, merci. Bonjour. Vous êtes Bonjour. l'époux de Françoise. Je suis Gérard, l'époux de Françoise. Ah, Huguette et son Bob. Christian, en tenue de pâtissier. Il y a que des pros, hein. Voilà. Ça va bien? Oui, très bien. Et bien sûr Moustache, le fier représentant de la saucisse de Toulouse. Ce banquet commence sur les chapeaux de roue avec entre autres du fronton, le vin local. Et merci à nos hôtes, merci à tous ceux À qui toute l'équipe. ont fait vivre ce- Merci de votre Et à nos générosité à produits. tous. Et à nos produits. Et à nos produits. Voilà. Et bien évidemment, une belle saucisse de Toulouse. Tu sais que ta saucisse, elle est bonne froide aussi. Hein. Mais nous on en fait l'apéro. Oh, elle est délicieuse parce qu'elle n'est pas grasse. Non.
Pour ouvrir le bal de ce banquet, la macaronade d'Huguette, qui pour l'occasion est secondée par sa fille Cathy. Vous avez régalé. Alors moi j'ai compris qu'on attend la macaronade, mais la macaronade n'attend pas. Donc je vais vous servir tout de suite. Allez, donnez-moi vos assiettes. Hop là. Attendez, là je vous en ai vraiment donné peu. Il est passé là. Attends, je reviens avec un peu de foie gras quand même. C'est bien chaud. Voilà. Merci Julie. Mais alors, finalement, est-ce qu'une maman qui est aussi formidable qu'Huguette, ça c'est indiscutable, mais qui malgré tout a travaillé autant qu'Huguette, parce que j'imagine pour faire une cuisine aussi exigeante, c'est ça. Est-ce que c'est pas un peu frustrant pour les enfants? Malgré que mes parents aient beaucoup travaillé, on est en fait une famille très unie. Donc les liens on n'a jamais manqué de rien, on a grandi, ils ont tout synchronisé en fait, les enfants. Mais le lien s'est créé autour du fourneau finalement. Ah oui, ah ben tout. Alors après, tout le monde était très gourmand et très gourmet. C'est bon, délicieux. Et alors, je me demandais, Huguette, ce plat, est-ce qu'il pourrait être réalisé avec des tagliatelles fraîches ou ce serait pas... Je faisais avec des tagliatelles fraîches, mais je les faisais les pâtes. Voilà, j'avais une machine à pâtes et je faisais les pâtes tous les jours. Parce qu'il faut qu'elles aient quand même un vrai croquant, quoi. Acheter, je ne suis pas tellement satisfaite. Oui, parce que certaines pâtes fraîches ne lient pas correctement Oui, avec le gras du foie gras. Voilà. Oui, voilà. C'est quand même fou d'arriver avec deux produits, des pâtes et du foie gras, à faire quelque chose d'aussi merveilleux. Au cours de ce séjour dans ce beau pays toulousain, j'ai enfin compris l'origine de l'expression « pays de cocagne ». Alors, j'ai appris que la cocagne, en fait, c'était la coque de pastel, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le pain de pastel. Ici, c'était le pays du pastel. Dans le lauragais, c'était... Et en fait, c'est le pastel, quand il s'est développé en France, c'est ce que j'ai appris, qui a convaincu le roi de transformer la couleur royale qui était le rouge jusque-là. Quand il s'est aperçu qu'en France, on pouvait teindre naturellement les tissus et autres, du coup, il a fait de la couleur bleue la couleur royale, d'où le sang bleu d'ailleurs. La soupe de fèves. Oh là là! La soupe de confit. Soupe de confit. Huguette, elle m'a dit qu'elle connaissait. Vous connaissez, Huguette? Oui, je faisais au restaurant. Mais il y avait Régis et moi qui on les faisait impeccable parce qu'on en faisait une dizaine de farcis. Mais impossible les autres de les refaire rouler comme il faut. Ils me les écrasaient. Oh là là. Oui, mais ça c'est vrai que... En tout cas, vous êtes tous là pour témoigner du fait que c'est vraiment une transmission, le goût. Absolument. Et puis François, moi je connaissais rien à la cuisine. Et je me suis mis au contact de François, de sa mère. Maintenant je prends un plaisir. Je fais 3 heures de cuisine. Le samedi, je coupe les oignons, je coupe ci, je fais ça, je me régale. À l'exception des gens qu'on a rencontrés hier matin au marché, c'est vrai que très souvent, dans les boucheries, charcuteries, il n'y a plus beaucoup de produits faits maison. Alors, le boucher, statuairement, il est revendeur de charcuterie. Il y en a très peu, si ce n'est qu'en Alsace, où ils sont vraiment des deux métiers. Donc tu veux dire que pour acheter de la vraie charcuterie faite maison, il faut aller chez le charcutier. Voilà. Alors comment on met un coup de jeune dans une profession comme celle-là? On relook toutes les charcuteries, comme les pâtisseries, on garde les bases, et après on modernise, on enlève du sel, on enlève du gras, mais on peut. On n'enlève pas forcément du goût pour autant. Pour clôturer ce banquet champêtre, quoi de mieux que le fénétrat de Toulouse, cuisiné par Christian, le pâtissier qui a donné une seconde vie à ce gâteau traditionnel. Voilà, comme ça tombe à bas. Magnifique. Super, mais sinon c'est des framboises qui... Allez Hélène. Oui. Volume. Merci beaucoup, magnifique. Allez, donnez-moi vos assiettes, les filles. Allez. Merci Christian. Merci à vous. Du coup, comment vis-tu cet itinéraire du gâteau? Parce que toi, tu l'as inventé, réinventé, d'accord? Oui. Et ensuite, beaucoup de pâtissiers de Toulouse se le sont appropriés. Quand j'ai créé ce gâteau, j'ai donné la recette et j'ai fait les démonstrations au maître pâtissier qui était présent, qui faisait partie du syndicat de l'époque. Mais est-ce qu'il t'arrive de rentrer dans une pâtisserie, de goûter un gâteau avec une version un peu différente? Effectivement, il m'est arrivé puis de dire non, c'est pas comme ça, vous ne respectez pas les principes de base. C'est comme la saucisse de Toulouse. Voilà, il y a un moment où il faut mettre les choses au clair. Voilà. Après, tu dois être très heureux de voir ce gâteau bien sûr. vivre dans les pâtisseries, dans tout ça. Et je vois que 45 ans après, il existe toujours, on le fabrique toujours. Et les gens se régalent avec. Mais moi, c'est ça.
Bon, il va falloir quitter cette table à regret et surtout ce pays de cocagne auquel on est déjà tellement attaché, qui a la générosité au cœur, qui la met aussi dans les casseroles, dans le verbe. Un pays arc-en-ciel qui conjugue toutes les couleurs, la violette, le bleu royal, le rouge de Micheline aussi qui va bien dans le décor et le vert de la nature. Essayez de faire les recettes chez vous, hein. Lancez-vous sur la macaronade ou sur la soupe de confit et pourquoi pas même le gâteau de voyage. Mais surtout, essayez de valoriser, de préserver les bons produits qui nous racontent, les produits qui sont faits avec du cœur, sincèrement et avec du temps. Salut, à la prochaine. Parce que Gérard, il m'a dit aussi. Ah oui. Ah, les dragées à la violette. Ah, c'est bon ça. I always wanted to see you laughing. Non, je sais plus comment ça ferait. Attends. Il y a les caméras qui rigolent maintenant. C'est pas la peine de rigoler. Ça sera cool. Je sais pas si je dois balancer, mais Françoise, elle rajoute même du beurre. Alors ça, j'avais jamais vu faire ça. Elle avec la rajoute pomme du de beurre. terre. Mais t'as une origine normande ou... Non? Purple rain,